Alors, notre première rédaction, on me signale mediatopnews.com, c'est avec Adam Adjrounou. Adam, bonjour. Bonjour, grand citoyen d'État. Merci de nous avoir rejoints, Adam. Et ce matin, vous revenez sur le contrôle de l'action gouvernementale. Est-ce qu'on peut évoquer le sujet en parlant de la société civile qui est un échec aujourd'hui? C'est le moins qu'on puisse dire, Eric, parce que vous savez, dans la droite ligne de la mise en œuvre efficace du plan national de développement, hier, le gouvernement a encore lancé un autre projet qui s'agit du projet d'appui à la gouvernance économique dénommé PAGE. Ce programme vise l'amélioration de la gestion des investissements publics, la mobilisation des ressources intérieures et le renforcement des mécanismes de recevabilité et de suivi de dés. Le suivi de la mobilisation des fonds au niveau des partenaires techniques et autres. Tel que libellé, on constate que la société civile a un rôle très important à jouer. Mais on constate que sur la question, la société civile a brillé toujours par une certaine passivité, ce qui d'ailleurs n'inquiète pas les esprits courts qui voudraient bien s'aventurer sur les malversations. Même l'Assemblée nationale qui, en son temps, avait habitué les Togolais à inviter les ministres pour venir donc témoigner d'un certain nombre d'actions menées sous leur contrôle dans leur département ministériel. Ces questions sont souvent arrêtées sur des questionnements. On ne voit pas un suivi concret ou une interrogation sur le fond des dossiers, même dans les ministères où les ministres sont accusés même de malversation en bien ou surtout sous terre aux yeux. Ce qui laisse présager hier, au lancement, le secrétaire permanent à Harkousou a appelé la société civile à ses responsabilités pour mener à bien ces réformes engagées par le gouvernement parce que on constate que si la société civile ne se lève pas, quels que soient les efforts qui seront faits de ce côté par le gouvernement, là, ne seront pas vraiment rentables pour la gestion efficace de ces fonds-là. Voilà pourquoi c'est le gouvernement qui appelle la société civile lui-même à prendre ses responsabilités. Voilà pourquoi nous écrivons ce matin que indéniablement la société civile est un échec autour. D'accord, écoutez, on lira votre article sur le site mediatopnews.com. Alors, le recensement électoral, c'est désormais derrière nous, puisque hier on clôturait cette opération dans la zone 2. Les yeux de tout le monde, de la CENI également, arrivés aujourd'hui sur l'organisation du scrutin le 20 décembre pour les législatives et puis un peu plus tôt, en tout cas 4 jours un peu plus tôt, le 16 précisément pour les locales. Est-ce que, Adam Adjrounou, nous sommes au crépuscule quand même des délégations spéciales au Togo? Ah, vous l'avez si bien dit, Eric. On constate réellement que la CENI a clos hier le recensement dans la zone 2. Bien sûr. Dans cette question, on va déboucher prochainement sur les locales attendues le 16 décembre selon le programme de la CENI. Cette date mettra fin à plus d'une trentaine d'années d'anomalies en matière de gestion des communes dans le pays. Les dernières élections, en notre mémoire, sont issues depuis 1987. Les communes étaient dirigées dès lors par des délégations spéciales nommées par le gouvernement. Ce qui est d'ailleurs un handicap de la démocratie à la base qui revêt une double importance qui malheureusement a crispé le développement des localités. Ces délégations spéciales, comme on peut le constater, ont occupé les axes de compréhension des périmètres de la gestion locale. Parce que, vous savez, les gens ne peuvent pas lever le voile sur un certain nombre de questions qui risquent de les rattraper plus tard. Parce que eux-mêmes, ayant installé donc des pratiques anormales sur la gestion de ces communes-là, ils ont tout fait pour verrouiller la question. Mais aujourd'hui, ces élections mettent fin à ces années de pillage. Vous savez, aujourd'hui, lorsqu'on compte les milliardaires, ces milliardaires font aussi partie de ces présidents de délégation. Et aujourd'hui, nous pensons que ces élections locales qui mettra fin. Mais lorsque nous parlons de ces élections locales qui arrivent, vous n'êtes pas sans savoir que cette délégation spéciale essaie de jouer dans l'ombre leur partition parce que certains essaient de placer soit leur pion en partageant parti par là des quelques centaines de billets amassés de ces milliards-là pour justement verrouiller toujours. Et puis si demain il advenait que le gouvernement prenait des dispositions pour auditer
cette délégation spéciale-là. Mais de l'autre côté aussi, on constate qu'il y en a aussi qui envahissent les couloirs administratifs pour se faire toujours porter à des pots de responsabilité. Eh bien, ces nouveaux milliardaires ne veulent pas lâcher de sitôt parce que ayant habitué d'être délices de cette délégation spéciale-là, veulent toujours tenir disons, la gestion du pays. Mais malheureusement, je pense que la population est beaucoup plus vigilante. C'est mis les pions pour mis eux-mêmes qui veulent encore postuler pour toujours continuer par diriger cette délégation-là. La population est suffisamment aguerrie aujourd'hui. Je pense que personne ne veut plus voir ces gens-là à la tête des délégations spéciales parce que tout ce qui est intervenu ces dernières années est du pillage, du pillage. D'accord, très bien. Écoutez, on a compris. En tout cas, on lira l'article sur votre site mediatopnews.com. Merci beaucoup, Adam Adjournou. Merci à vous. Bonne émission à vous. Merci et bonne journée à vous. À plus tard. Et nous accueillons notre deuxième rédaction, c'est celle du journal L'Alternative. Ferdinand était au téléphone. Ferdinand, bonjour. Bonjour, Eric. Merci de nous avoir rejoint, Ferdinand. Et ce matin, vous parlez du projet de construction de port de pêche Ouro-Koura à Gadazi, au cœur aujourd'hui de l'attribution d'un marché à une entreprise faussaire, c'est ça? Oui, tout à fait. Et, vous savez, Eric, lorsque des ministres se livrent à de tels actes, il y a de quoi se poser des questions. Vous savez que le Togo a obtenu auprès du Japon un financement de plus de 14 milliards pour la construction de nouveaux ports de pêche qui est situé à Gbetougbe. Et donc, les travaux sont en cours et la participation du Togo à ce projet de 2 milliards 200 millions et consiste à aménager les voies d'accès, à faire la clôture du port de pêche et un certain nombre d'ouvrages. Alors, le ministère de l'Agriculture a lancé un appel d'offres et les évaluations ont été faites et une entreprise a été choisie. Et il se fait que cette entreprise a falsifié son bilan, a falsifié aussi le titre fiscal et a été maintes fois exclue de la passation des marchés parce que ne respectant pas les règles et n'ayant pas les moyens. Alors, l'affaire a été portée devant l'ARMP qui le conseil de règlement des différends de l'AMP, le comité de règlement des différends de l'AMP, qui a rassemblé les preuves et a justifié que cette entreprise faisait du faux et a été même exclue de la passation des marchés au niveau du ministère des Mines et qu'il n'était pas normal que cette entreprise soit choisie pour l'exécution de ces travaux-là. Alors, l'AMP demande au ministère de l'Agriculture de revoir les choses et de faire une nouvelle évaluation. Le ministre Gadazi écrit à l'AMP pour dire non, que, en fait, s'il faut réévaluer les choses, ça va prendre le temps et ça va compromettre le marché et le projet. Et l'AMP dit non, le temps de réévaluer le dossier ne prendra pas, ne va pas compromettre le projet. C'est juste une histoire de quelques jours. Et le ministre de l'Agriculture refuse et il adresse une lettre à l'ARMP pour dire non, il ne peut pas. Et l'ARMP lui envoie une troisième lettre pour lui dire que ces décisions sont exécutoires et que s'il passe outre, il serait en train de violer le code de passation des marchés. Alors, pourquoi le ministre de l'Agriculture, tient coûte à attribuer un marché à une entreprise qui a recours à du faux, usage du faux, qui falsifie des documents, qui va corrompre les gens à l'OTR pour avoir un cristal faux. Et donc, on est venu ce matin sur ce dossier-là pour rappeler comment se fait aujourd'hui la passation des marchés dans les ministères, comment les chefs de ce département s'arrangent avec des amis, des copains pour attribuer des marchés de milliards, violant ainsi les dispositions du code de passation de marché. Et donc, c'est un bras qui s'est installé finalement entre le ministre et l'ARMP. Pour ils n'ont pas encore procédé à la réévaluation des dossiers
on attend de voir la suite de ce film. On lira donc l'article dans votre journal, c'est à la page 3. Politique maintenant avec la crise togolaise, Bawara, Bokwesi et Tchao. Aujourd'hui, Ferdinand, décidé à foncer vers le chaos. Justement, ils sont dans leur rôle, c'est-à-dire que le rôle de défendre tout et n'importe quoi et de mettre l'huile sur le feu. L'huile sur le feu. Et donc, ils ont organisé une conférence de presse avant-hier pour donner leur position sur le recensement. Finalement, on ne sait pas si la CENI est indépendante ou pas, puisque c'est eux qui parlent à lieu de la CENI, c'est eux qui justifient toutes les bêtises qui ont eu lieu dans le recensement. Et on voit bien que la CENI n'est qu'un organe d'exécution, elle n'est véritablement pas indépendante. C'est Bawara, Bokwesi et leurs amis qui sont les vrais décideurs, les donneurs d'ordre. Et cette conférence de presse a été lamentable parce que lorsqu'on vient justifier l'enrôlement des mineurs, où on essaie de minimiser ces faits-là et qu'on continue de dire oui, quoi qu'il arrive, on va aux élections le 20 et que l'opposition a été dit nulle part que l'opposition doit désigner ces 8 membres à la CENI. Vous voyez que bon, on est en train de tomber très bas. Mais de toutes les façons, c'est leur choix. Ils ont décidé de foncer dans le mur, quitte à envenimer la crise. On va sur le feuilleton pour voir jusqu'où ils iront. De toutes les façons, je pense qu'un jour, tout ça va s'arrêter. Et parallèlement à tout ceci, vous évoquez le cas également du Front citoyen Togo Debout. Togo Debout qui sera dans les rues le 3 novembre prochain. Vous en parlez. Oui, il a été annoncé que les manifestations vont reprendre au niveau de la coalition. Il n'y a pas encore eu de date précise, mais déjà le Front Togo Debout qui mène souvent ses activités par des formations, des séminaires, retourne dans la rue à partir de la semaine du 3 novembre et à travers plusieurs manifestations dans les rues de Lomé, dans les points de départ sont situés dans plusieurs quartiers. Donc, cela signifie que la rue va reprendre ses droits et on va vers une situation un peu tendue, surtout que sur la scène politique, les lignes ne semblent pas véritablement bouger jusqu'à maintenant. Ben, écoutez, on lira tous ces sujets dans votre journal. Il y en a un autre également, on en a parlé hier avec Loïc Lawson, c'est sur le licenciement abusif à Ethiopian Airlines. Ce sujet n'est pas encore terminé. Il y a une interrogation ce matin. Vous la posez d'ailleurs, Maître Sylvain Atto-Messan est-il au centre des intrigues? On lira l'article dans le journal L'Alternative. Merci beaucoup Ferdinand Haïté. Merci, grand citoyen du Taïrik. Et à tout à l'heure. À plus tard. On enchaîne avec Awali Ahmadou, qui est le patron, le directeur de publication du journal L'Éveil de la Nation. Awali, bonjour. Bonjour Saint-Éric et bonjour à toutes et à tous. Merci d'être avec nous ce matin. La nouvelle est bonne, en tout cas au niveau de l'Éveil de la Nation, puisque c'est votre 600e numéro et votre éditorial prend cela en compte. Et voilà le numéro 600. Eric, tout à fait. Ce matin, nous éditons notre 600e numéro et c'est du travail qui a été fait depuis octobre 2004. Aujourd'hui, nous sommes à octobre 2018. Ça fait exactement 14 ans que le promoteur a commencé cette aventure-là et qui nous amène aujourd'hui à ce travail qui a été fait. Donc, nous disons que 50 numéros sur 52 chaque année, c'est beaucoup de travail et nous nous sommes assignés comme credo le professionnalisme. Aujourd'hui, nous nous battons toujours pour que ce professionnalisme soit toujours la marque de l'éveil de la nation qui entre-temps était l'éveil de Tchaoudjo. Et donc nous saisissons l'occasion pour remercier d'abord nos lecteurs et surtout nos partenaires qui ont soutenu le journal jusqu'aujourd'hui. Bien, écoutez, félicitations à vous et à votre rédaction et également à votre promoteur Sam Jobob. Parlons politique maintenant avec la crise et le processus électoral. Le gouvernement et sa majorité dénoncent les affirmations mensongères et tronquées de la C14. Ça, vous le relevez ce matin. Eric, depuis mercredi, le gouvernement et sa majorité, notamment UNIR, étaient devant la presse nationale et internationale. Et le gouvernement, pour la première fois depuis le recensement dans les deux zones, a fait sa lecture de l'actualité sociopolitique dans notre pays, notamment sur le recensement, sur la recomposition de la CENI avec
l'éternelle bataille autour du siège de l'UFC. Et pour le gouvernement et sa majorité, beaucoup de choses ont été dites par la coalition et ces choses qui ont été dites sont carrément des affirmations mensongères et tronquées de la coalition, a déclaré le point focal du gouvernement au dialogue le ministre Gilbert Bawaran. Et ce dernier a revenu surtout sur les conditions ou la manière dont le dialogue s'est poursuivi avec le comité de suivi, et le ministre Bawaran a relevé carrément que nulle part dans le relevé des conclusions il n'a été dit que la C14 ou la coalition était partie prenante de la CENI et à ce titre devrait compter ou nommer des représentants de l'opposition. Et donc pour le gouvernement, ça n'a pas été dit selon l'article 12 du code électoral et suivant, et surtout le relevé de conclusion de la CEDEAO, il est dit que les deux partis et surtout l'opposition. Et dans l'opposition ne s'entend pas coalition de 14 partis politiques de l'opposition. Donc nous sommes revenus largement sur cette conférence de presse du gouvernement et qui a relevé plusieurs incohérences dans la manière dont la coalition mène l'actualité politique dans notre pays. Alors vous parlez de la coalition Awali, elle sera chez le professeur Alpha Condé à Conakry demain samedi. Le facilitateur va-t-il remonter les bretelles à la coalition? Et c'est l'interrogation de ce matin dans notre 600e numéro, Eric. Oui. Et ce n'est pas un scoop. Depuis hier, nous tous, nous avons vu ce communiqué de la CEDEAO adressé à la coalition des 14 partis politiques, l'invitant demain à Conakry, en Guinée, chez le professeur Alpha Condé. Ce dernier, sans doute, va rencontrer la délégation de la coalition. Et les questions vont tourner autour, sans aller au fond des discussions. La coalition aura à parler de la recomposition de la CENI avec cette bataille-là autour du siège de l'UFC, puisque Jean-Pierre Favre, le chef de file, ne jure que par la CEDEAO pour obtenir ce 5e siège-là de l'opposition parlementaire. Et aussi, la coalition a toujours dit à ses militants que la CEDEAO viendra reprendre le processus électoral. Et donc, la CEDEAO va encore les écouter et nous disons que aujourd'hui, est-ce que la coalition a les moyens de convaincre cette CEDEAO-là de faire reprendre le processus électoral? Et c'est une interrogation à laquelle nous invitons nos lecteurs à découvrir les quelques réponses que nous avons apportées. Et nous disons que Alpha Condé, que tout le monde connaît, qui n'a pas sa langue dans sa poche et qui est toujours direct avec ses interlocuteurs, va certainement dire certaines vérités à la coalition ou carrément leur remonter les bretelles. Bon, on verra bien, on verra ce qui se passera là-bas. En tout cas, on va en reparler tout à l'heure avec Ali Legrand dans son journal Audience. Très rapidement, avant la pause, un autre sujet, c'est lié donc à la Constitution avec brio, c'est ce que vous dites, des postes de contrôle juste à poser de Nouépé. GER, qui est aujourd'hui une expertise avérée à Wali? Oui, Eric, GER est une entreprise qu'on ne présente plus au Togolais. C'est une grande entreprise routière, c'est la définition. Et nous disons que mardi, les présidents Patrice Talon du Bénin et Mohamedou Bouhari du Nigeria ont inauguré à Seme-Kraké-Plage le poste de contrôle juste à poser entre les deux pays. Et c'est un joyau sur 17 hectares qui a été réalisé dans les normes de l'art par une entreprise togolaise dont l'expertise a été reconnue et saluée par ces présidents-là et surtout par la commission de la CEDEAO. Et nous sommes revenus dans l'article et nous parlons non seulement de cette inauguration, mais aussi de cette expertise-là de GER et qui a commencé par la réalisation de grands ouvrages au Togo et surtout la réalisation du poste de contrôle juste à poser de Nouépé à Kano qui sera solennellement inauguré ce matin même par le président togolais Faure Gnassingbé et son homologue ghanéen Nana Akufo-Addo. Et nous disons que c'est une entreprise qui a derrière elle un responsable, le Kessim Frédéric, et qui s'est entouré d'une équipe d'ingénieurs et de techniciens chevronnés et qui font
le bonheur des usagers et des populations de la zone CEDEAO. Très bien. Écoutez, on lira tous ces sujets dans votre journal L'éveil de la nation, le numéro 600 qui est dans les kiosques ce matin. Merci beaucoup, Awali. Merci, Eric. Bonne journée. Bonne journée et bonne émission. À bientôt. Notre quatrième rédaction, c'est celle du journal Le Rendez-vous. Abi Alpha, le patron, est au téléphone avec nous. Abi, bonjour. Oui, bonjour confrère, bonjour aux auditeurs et auditrices. Merci de nous avoir rejoints. Et ce matin, vous parlez de l'opposition togolaise. Et si on changeait de méthode, c'est votre interrogation, les paradoxes d'une lutte de libération, c'est ce qu'on lira dans le journal à la page 3. Alors, autre sujet que vous développez, Abi, permettez qu'on ne parle pas de la politique ce matin avec vous, c'est cette affaire, on l'évoquait tout à l'heure avec Ferdinand, c'est vrai, faux et usage de faux dans les appels d'offres à la RMP. Le ministre Agadazi au chevet d'un groupement faussaire. Oui, évidemment, on s'est intéressé à un dossier comme ça. Vous savez peut-être mieux que moi qu'il y a une collaboration entre le Japon et le Togo par rapport à la construction d'un nouveau port de pêche. Donc, depuis un temps, un appel d'offres est lancé sur le financement du Japon. Donc, les plus grands travaux sont actuellement faits par une entreprise japonaise. Les travaux secondaires allant de la clôture à certains travaux de parlage et de canalisation sont en train d'être faits par une entreprise, sont censés être faits par une entreprise togolaise. Donc, les affaires d'offres sont lancées à ce sujet et puis c'est précisément après le dépouillement que il y a deux entreprises qui accolent en tête de concurrence. Malheureusement, celle qui se disait la moins disante et à laquelle on a attribué le marché se révèle être une entreprise qui est récidiviste dans le faux et usage de faux, pour avoir déjà été boutée pour le faux en 2017 dans deux ministères différents. Malheureusement, c'est ce même document du faux. Le faux touche précisément de fausses déclarations par rapport à ses capacités financières. Donc, c'est les mêmes résultats qui ont été qui l'ont coûté cette disqualification dans les autres ministères que l'entreprise a transporté ici dans l'appel d'offres par rapport aux travaux du port de pêche, et ça l'a permis de remporter le marché provisoirement. Malheureusement pour lui, le second concurrent, donc le second en termes de qualification, s'est plaint par rapport à cette insuffisance parce que il y a eu des fausses déclarations par rapport à cette capacité financière. Donc, elle s'est plainte naturellement à l'RMP qui a confié le dossier à sa structure qui est chargée des règlements des litiges différents. Effectivement, après vérification à l'OTR et dans les autres services, puis aussi dans les anciens ministères où il y avait eu du faux, il se révèle qu'effectivement la plainte de l'entreprise qui venait d'être, n'est-ce pas, disqualifiée sont avérées. Donc cela a amené la RMP à saisir le ministre pour qu'il constate. Il a constaté, malheureusement, on se base sur un certain redressement fiscal à l'OTR, redressement fiscal à la même entreprise pour ce faux-là, et maintenant ce document du redressement vient compléter, n'est-ce pas, ce dossier que le ministre prétend être désormais propre de façon à ce qu'on attribue le marché aux faussaires. Alors c'est demander est-ce qu'il existe une loi qui permet à partir du moment où dans les BTP une entreprise se fait redresser pour le faux, est-ce que ce redressement est un chèque en blanc pour permettre à l'entreprise de continuer dans des courses? C'est la question. Ce qui est la réponse est non, il n'y a pas une loi comme ça à notre connaissance. Encore, cette entreprise faussaire non seulement mérite
d'être disqualifiés de la course, mais aussi normalement, nous on a connaissance de beaucoup d'entreprises qui ont été suspendues d'exercice sur le territoire togolais pendant quelques années pour des comportements similaires. Malheureusement, l'entreprise a fait la même chose l'année 2017. Elle est passée entre les mailles. Cette année encore, elle récidive. Elle récidive et elle trouve toujours encore des gens pour défendre sa cause. Donc ça ne nous a pas laissé indifférents, d'autant que ce micmac entre le ministère et la RNP, le ministère qui veut coûte que coûte défendre un faussaire, font tarder les travaux de construction du port de pêche. Donc on a laissé un dossier d'une page et demie à l'appréciation des Togolais. Eh bien écoutez, on lira votre article donc dans le journal Le Rendez-vous ce matin. Le dernier sujet à évoquer avec vous, Abi Alpha, c'est par rapport à une affaire qui se passe donc à Mango. Vous parlez de meurtre à des fins rituelles de feu Assanatou à Fambaré. Le chef Nabiema Zakar est-il coupable ou complice dans cette affaire, Abi? Racontez-nous tout. Oui, vous savez, en 2016, moi je m'étais rendu personnellement à Mango, j'y ai fait, je crois, 48 heures. Ce que je cherchais, en fait, c'est que j'avais connaissance d'un crime. Et puis, à l'époque, vous vous rappelez, il y avait un grand débat sur les crimes rituels. Ah, oui. Donc, ça fait que ce qui s'est passé là-bas m'avait attiré. J'ai fait 48 heures. Brodus, je suis retourné parce que les pistes sur lesquelles j'étais allé n'ont pas donné de preuves concordantes de façon à ce que je parle du sujet. Il était question de ce que, dans le mois de mars, notamment le 28 mars au matin, une dame du nom de Assanatou Fambaré, revenant de la prière, elle devait rejoindre sa maison. Elle a été interceptée par 4 personnes, 2 femmes, 2 hommes. Ils l'ont interceptée, ils l'ont étouffée et puis ils l'ont terrassée comme ça. Ils ont mis fin à sa vie, comme si c'était un conte de fées. Et puis ils l'ont éventré, ils ont enlevé quelques organes, dont le cœur, et ça se fait comme ça, comme si c'était des animaux qui se prennent par embuscade dans la brousse, quoi. Donc maintenant, et puis sans aucune précaution, donc c'était devant des témoins, ils ont aussi extrait de la personne du sang à partir des seringues qu'ils avaient emprunté chez une infirmière de la localité qui s'appelait Amina. Donc, ils ont pris le corps qu'ils ont emballé dans une natte qu'ils sont allés déposer dans la chambre de la victime. Et puis, il faut dire que ça se passe entre les membres de la grande famille Nabiema de Mango, qui n'est pas une à présenter. Donc, maintenant, la police a été alertée, elle est venue, elle a commencé ses enquêtes. Très vite, comme il n'y a pas de crime parfait, on a vite mis la main sur 3 présumés. Il était question d'un certain Abdoulaye, Assanatou et Maïmouna. Donc, ils étaient en garde à vue. Quand l'un d'entre eux, notamment Abdoulaye, se plaignait que, mais au fait, ils sont 4 à avoir fait la besogne, oui. Et que celui qui s'avère être même le cerveau n'est pas parmi eux et que lui s'appelle Salou. Donc c'est comme ça que la police est allée à cette trousse et puis le 31 mars de la même année, donc après 3 jours de garde à vue, tous ont été conduits à la prison civile de Mango. Ils séjournent depuis ces moments-là. Donc moi, mon séjour à l'époque ne m'a pas permis d'avoir des preuves concordantes. Je m'étais retrouvé devant une enquête difficile parce que ça s'est passé dans une concession entre les gens de la famille parce que la victime c'est de la famille Fambaré Nachaba, donc elle c'est Fambaré Assana et puis elle s'est mariée au Nabiema. Et c'est les Nabiema qui ont fait ça. Donc tu vois que c'est un peu, entre les gens de la concession, c'est un peu difficile d'infiltrer. J'étais parti Brodus et c'est tout récemment que le dossier s'amène de lui-même, les documents à l'appui, parce que les 4 détenus depuis là, notamment leur présumé a commencé par menacer, comme quoi s'il doit encore faire quelques jours de détention dans la difficile prison de Mango, lui va finir par dire le rôle que le chef canton a joué dans le crime qui les a amenés là-bas. Donc, ces menaces n'ont pas laissé le chef Nabiema indifférent. Il est vite rentré dans les circuits. Il a utilisé les gros moyens et demande de mise en liberté provisoire par ici, pression par là. Et puis
le présumé cerveau là a été finalement libéré. Dans la demande de mise en liberté provisoire, Nambiema, le chef Nambiema, qui est censé être l'exemple à suivre dans cette localité, un chef canton, ancien préfet de son état, c'est lui qui se porte garant du criminel. Pendant tout le séjour de ces criminels-là, il est régulièrement à leur côté, là-bas, il va, on sort surtout le présumé là, il discute, on le retourne. On sentait vraiment quelque chose qui n'allait pas dans la collaboration qui se faisait entre eux. Donc on libère ce monsieur-là. Quelques jours après sa libération, parmi les 3 autres qui sont restés, une femme, notamment la dame Meminatou, elle fait une crise de folie. La famille la transporte à ZB ici pour les soins appropriés. Elle est actuellement là-bas. Et puis il reste 2. Sur les 2 qui restent maintenant, le chef continue par faire les pieds et les mains, par utiliser ses canaux traditionnels pour les libérer de façon à totalement éteindre le crime, quoi. Donc, naturellement, c'est difficile de passer indifférent devant de telles situations. Donc, ça nous a intéressés. À partir du moment où nous avons les éléments concordants, témoignages à l'appui, documents à l'appui des dernières évolutions de ce dossier, on s'est intéressé. Donc, je crois que les auditeurs vont devoir parcourir nos colonnes pour s'en rendre compte. Allez, on lira l'article donc à la page 6 ainsi qu'à la page 7. Vous présentez les faits et votre commentaire qui suit, comme vous le faites d'ailleurs tout le temps au niveau du journal de rendez-vous. Merci beaucoup, Abi Alpha. Merci, confrère. À tout à l'heure. Ok, à plus. Taxi Media Show, la chronique tech, Amène Assignon. Et voilà, nous accueillons Amen puisqu'elle est là déjà. Bonjour Amen. Bonjour Alligator. Merci de nous avoir rejoints et c'est pour vous écouter pour votre chronique tech. Oui, Eric. Tout d'abord, on va revenir sur le Conseil des ministres qui s'est tenu hier à la Marina. D'accord. Le Conseil a adopté un projet de loi relatif à la protection des données à caractère personnel sur le web. Ce texte met un cadre juridique et institutionnel qui offre une protection plus efficace des libertés et des droits fondamentaux des personnes physiques à l'égard de leurs données à caractère personnel. Et dans ce cadre juridique, tient compte des dispositions de l'acte additionnel ASA1/01/10 relatif à la protection des données à caractère personnel adopté par la CEDEAO, ainsi que de la Convention de l'Union africaine sur la cybersécurité et la protection des données à caractère personnel. Alors lundi, en début de semaine, nous parlions des fake news en français, des infox sur la toile. Et on a souligné la nécessité de douter de toute information qui vous parvient, surtout sur les réseaux sociaux. Un autre réflexe est de chercher à vérifier parce que vaut mieux être le dernier à partager la bonne information et non le premier à partager la mauvaise information, parce que pour ceux qui ne le savent pas, vous pouvez faire l'objet d'une poursuite judiciaire. Oui, Eric, il y a un cadre juridique national qui punit ce genre de délit. Il y a le code pénal, du moins ce nouveau code, en son article 497, et le fameux article qui stipule que la publication, la diffusion, la reproduction par quelque moyen, que ce soit de nouvelles fausses, de pièces fabriquées, falsifiées ou mensongèrement attribuées à des tierces personnes, à des tierces lorsque, faites de mauvaise foi, elles troublent la paix publique ou est susceptible de la trouver, est punie d'une peine d'emprisonnement de 6 mois à 2 ans et d'une amende de 500 000 à 2 millions de francs CFA ou de l'une de ces peines. Le texte est clair, donc contrôlez vos publications et prenez la peine de vérifier, je le dis encore, parce que c'est très important, ce qui nous amène à parler d'un outil de vérification de sites. Il s'agit de Decodex. Eh bien, Decodex vous permet de lutter contre la diffusion de fausses informations et vous aide à identifier un faux site d'un vrai. Pour ce faire, vous tapez Decodex dans Google. Vous allez sur la page de téléchargement que vous utilisez, Google Chrome ou Firefox. Il faut prendre le soin de télécharger l'extension. Et une fois l'installation finie, Decodex vous aide dans votre navigation à travers 3 types de messages qui vous renseigneront sur les sites Internet, mais aussi sur les comptes Twitter
page Facebook et chaîne YouTube que vous consultez. Pour cela, vous avez des notifications en haut, à droite de votre écran. Et bien, le petit D dans la barre d'extension de votre navigateur, c'est en haut, à droite. Il va se colorer en fonction du type de site que vous visitez. Vous avez également des informations détaillées sur le site en cliquant toujours sur le petit D qui vous permet d'avoir accès au maximum d'informations sans quitter la page que vous êtes en train de lire. Grâce à ces recherches, vous pourrez savoir rapidement si vous consultez un site parodique, un compte Twitter très peu fiable, une page Facebook orientée qui n'affiche pas clairement la couleur ou une chaîne YouTube plutôt sérieuse. Alors, vous avez également la possibilité de choisir les types de sites pour lesquels vous souhaitez être informé. Voilà ce qu'il faut savoir sur le décodex, Eric. Et avant de nous séparer, une petite astuce sur comment écrire un texte en gras sur WhatsApp. Il suffit de taper votre texte et vous l'entourez d'une étoile au début et à la fin du texte et automatiquement le texte se met en gras. C'est très simple. Très bien. Ben, écoutez, on a compris. Merci beaucoup, Amena Signon. Merci Eric et bon week-end à vous. Allez, bonne journée à vous. Merci beaucoup. Maximedia Show, la chronique santé. La chronique santé, nous accueillons Gabriel Alani, notre naturopathe. Gabriel, bonjour. Bonjour Eric. Merci de nous avoir rejoints. Alors ce matin, vous avez souhaité nous entretenir sur les bienfaits de la pastèque. Hein? Tout à fait. La pastèque est un fruit qu'on ne présente plus aujourd'hui. Elle est bourrée de la vitamine A qui entretient et renforce la fonction oculaire. En outre, la pastèque contient de la citrulline, un puissant fil lumineux, qui favorise la dilatation des vaisseaux, donc entretient la santé du système cardiovasculaire. En plus de la vitamine A, elle contient aussi de la vitamine C et de la vitamine B6, d'autant que la vitamine B6 permet le métabolisme énergétique et la formation des tissus, donc est très important pour le cerveau. Et elle permet de gorger d'eau, elle hydrate le corps, donc la pastèque fait partie des fruits qui contiennent de l'eau qui est liée. En consommant de la pastèque, nous consommons également de l'eau, mais c'est l'eau sous la forme liée dans un fruit. Sous de sodium et de potassium. Et quand nous constituons, par exemple, nous perdons du sodium et nous perdons du potassium. Donc, la consommation de la pastèque permet de rétablir cet équilibre sodium-potassium qui est important pour les diverses réactions métaboliques. En plus, la pastèque permet de combattre la nausée. Et ceux qui sont alignés sont souvent la nausée. Les femmes enceintes, s'étonner un peu de la pastèque et consommer-le à longueur de journée et vous verrez que ça atténue énormément les effets de la nausée. C'est un puissant stimulant sexuel pour les hommes. Consommez souvent la pastèque en abondance, vous allez voir que vous serez un roi au lit. Donc, ça veut dire que vous comprenez déjà ce que ça veut dire. Un puissant diurétique naturel, bon pour la fonction rénale. Donc, tout de suite, diurétique permet d'éliminer tout ce qui est toxine dans le corps. La pastèque contient aussi un puissant antioxydant qu'on appelle le lycopène. Le lycopène est surtout bon pour la fonction de la prostate. Donc, avec l'âge, il y a une hypertrophie qui s'installe au niveau de la prostate et est dangereux pour notre santé. Du coup, en consommant régulièrement la pastèque, les lycopènes vont pouvoir favoriser la diminution de l'inflammation de la prostate. Elle renforce énormément l'ensemble du système immunitaire, étant bourré de vitamines et de vitamine C aussi, donc ça permet d'être en bonne santé. Normalise le transit intestinal, nettoie énormément le foie. Le foie a besoin d'être nettoyé, et cet organe qui permet d'embrigader tout ce qui est déchet dans le corps, tout ce qui est substance dans le corps. Il faut qu'il soit quand même en bonne santé pour pouvoir assumer toutes ces fonctions-là. Et pour terminer, étant faible en calories, la consommation de la pastèque permet de pouvoir stabiliser son poids. Donc ceux qui veulent perdre du poids savent déjà qu'en ayant comme allié la pastèque, ils vont pouvoir perdre dans la durée du poids. Très bien. Ben, écoutez, on a compris tout cela. Merci beaucoup, Gabriel. Merci, Eric. Allez, bonne journée. Bonne journée, bonne émission. Merci.